Seriez-vous d'accord pour que vos pilotes expérimentent dans le cockpit? Peut-être en essayant des choses inhabituelles ou simplement en vérifiant le fonctionnement réel des systèmes de l'avion? Eh bien, il s'avère que cela se produit et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi cela peut ne pas toujours être une bonne idée. Traffic. Restez à l'écoute. Le 28 mars 2017, un équipage d'Air France se préparait à effectuer leur dernier vol de la journée au départ de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle à Paris, France. Le temps s'était clair avec de légères brises et le vol à venir allait les emmener à Zurich, en Suisse, où ils termineraient leur journée par une agréable escale nocturne. L'équipage comprenait 2 pilotes et 3 membres du personnel de cabine. Et pendant que l'équipage de cabine accueillait les passagers à bord, les pilotes commençaient à se préparer pour leur décollage et leur itinéraire de départ, comme ils l'avaient déjà fait plusieurs fois ce jour-là. Le commandant de bord avait 51 ans et volait pour Air France depuis 1999. Il avait accumulé 9500 heures de vol total et avait obtenu son commandement sur la famille Airbus A320 en 2008, ce qui signifiait qu'il avait maintenant environ 6700 heures de vol dessus. Son collègue, le copilote, avait 36 ans et travaillait avec Air France depuis 2008 où il avait commencé directement sur l'Airbus A320. Son expérience totale était d'environ 5500 heures et presque tout cela avait donc été piloté sur la même famille d'avions, le Airbus A320. Cela signifiait que les 2 pilotes étaient très expérimentés et à l'aise avec ce type d'appareil. Mais être à l'aise ne signifie pas toujours tout savoir, comme nous le verrons bientôt. Maintenant, un autre détail important dans l'histoire est que ces 2 pilotes avaient beaucoup volé ensemble et qu'ils étaient de très bons amis. Ils avaient même dit au département de planification des vols d'Air France qu'ils préféraient voler ensemble chaque fois que possible. Les planificateurs de la compagnie aérienne avaient fait leur possible pour accommoder cette situation qui leur convenait parfaitement. Je mentionne cela à cause d'un aspect gestion de la relation client assez intéressant des relations d'amitié dans le cockpit. Vous voyez, être très familier avec quelqu'un a à la fois des conséquences positives et négatives lorsqu'il s'agit d'un environnement hiérarchique. Cela peut être super positif car les pilotes se connaissent et savent comment ils réagiront à diverses situations très intimement. Et en plus de cela, il est probable que la partie opérationnelle du travail se déroulera super bien, juste parce que les pilotes apprécient la compagnie de chacun et feront tout ce qu'ils peuvent pour faciliter une bonne journée. Mais l'inconvénient est une réduction du gradient d'autorité qui est nécessaire dans un cockpit, surtout lorsque les choses commencent à mal tourner. Vous avez probablement tous rencontré cela vous-même, étant dans une situation avec un ami où vous savez qu'il fait quelque chose de légèrement mal. Mais vous ne voulez pas vous exprimer par peur de gâcher l'ambiance et d'affecter potentiellement l'amitié. Donc, dans une situation où vous êtes le manager ou le commandant de bord, dans ce cas, être de proches amis avec le subordonné peut conduire à des situations assez gênantes. Maintenant, cela dit, j'ai absolument adoré voler avec presque tous mes collègues. Et surtout lorsque vous opérez à partir d'une base plus petite, vous pouvez souvent finir par voler avec la même personne encore et encore. Vous savez, il faut simplement faire fonctionner ça. Mais être conscient d'une sorte de complaisance sociale est donc également vraiment important. Dans tous les cas, lorsque ces pilotes ont terminé leur préparation dans le cockpit, le temps était passé. Il était 21 heures. Il faisait donc nuit noire à l'extérieur. Les derniers chiffres de performance ont finalement été livrés, indiquant qu'il n'y aurait que 35 passagers à bord. Et cela signifiait que leur Airbus A318 serait très léger. Bien que cela puisse sembler bénéfique en termes de performance, cela s'accompagne en réalité de certaines complications. Tout d'abord, ces avions sont construits pour être pilotés avec un poids correspondant à une charge de passagers presque complète. Et cela signifie qu'un avion presque vide se sentira un peu plus nerveux et susceptible aux turbulences, etc. Les vitesses de décollage seront aussi réduites. Et la combinaison de cela et de moins d'inertie générale rendra également plus facile l'entrée dans des oscillations induites par le pilote où les entrées du pilote sont plus grandes qu'elles ne devraient l'être, et provoque donc un balancement inutile et une turbulence perçue. C'est vrai sur le Boeing 737 que je pilote, mais probablement moins sur l'Airbus, qui a des commandes avancées de type fly-by-wire. Il devrait pouvoir détecter et gérer ce type de situation.
Mais une chose qui est certainement la même sur l'Airbus et le Boeing est l'effet des poussées moteurs excessives auxquelles un avion plus léger sera soumis. Vous voyez, évidemment, les moteurs sont conçus pour générer assez de poussées afin d'accélérer l'avion au décollage, même à pleine charge. Et cela signifie qu'il y aura beaucoup trop de poussées au décollage disponibles si l'avion est presque vide. Pourquoi serait-ce un problème d'avoir une poussée supplémentaire? N'est-ce pas une bonne chose? Encore une fois, c'est à la fois vrai et faux. En termes de performance pure, comme la distance de décollage et la montée, cela peut l'être, mais pas vraiment pour la maniabilité. Et c'est parce que, normalement, un avion de cette catégorie cherchera à grimper à une vitesse d'environ 5,2, qui est la vitesse de montée sûre en cas de panne de moteur, ou 5,2, plus 10. Si les deux moteurs fonctionnent, ces vitesses donneront à l'avion une bonne combinaison de performance en montée et une faible empreinte sonore. Et c'est donc aussi ce que les directeurs de vol sur les affichages de vol principaux du pilote leur montreront dans des circonstances normales. Le rapport poussé de l'avion entraînera une attitude de tangage d'environ 15 à 18 degrés après le décollage, ce qui donnera approximativement ces vitesses. Et c'est donc aussi ce que les pilotes ont l'habitude de viser pour le tangage. Mais si la poussée reste la même et que le poids est nettement inférieur, eh bien alors le tangage devra également être plus élevé pour atteindre cette même vitesse et l'avion montera donc également beaucoup plus rapidement. Cependant, les pilotes tentent généralement d'éviter des attitudes de tangage de plus de 20 degrés dans des conditions normales, ce qui pourrait entraîner un tangage insuffisant dans ces situations. Afin de maintenir cette vitesse que je viens de mentionner et ensuite simplement laisser la vitesse accélérer à la place. Sur l'Airbus, les ingénieurs qui ont programmé les directeurs de vol ont effectivement pris cela en compte, ce qui signifie que le directeur de vol ne dirigerait pas vers un tangage requis supérieur à 18 degrés et se contenterait simplement de laisser la vitesse accélérer. La cible 5 2 plus 10 nœuds est de toute façon un minimum, et tant que la vitesse maximale pour les volets n'est pas dépassée. En réalité, cela n'a pas d'importance si l'avion accélère un peu, mais cela semblera assez inhabituel pour l'équipage. Cependant, grâce au système de température flex utilisé sur l'Airbus, cela a rarement posé problème. Maintenant, j'ai déjà mentionné cela dans certaines de mes autres vidéos, c'est pourquoi vous devriez absolument vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors allez-y, faites-le, cliquez dessus, de bonnes choses. Pour résumer, les pilotes peuvent calculer une température de flexion à entrer dans l'ordinateur de gestion de vol pour limiter artificiellement la poussée au décollage. Cette température trompera essentiellement les moteurs pour utiliser moins de poussée, juste assez pour toujours respecter toutes les différentes limitations de performance au décollage, mais pas plus que cela. Cela a l'avantage supplémentaire de réduire l'usure des moteurs, ainsi que de minimiser la consommation de carburant et le bruit. Il n'y a donc vraiment aucun inconvénient à cela. Sur le Boeing, nous utilisons un système similaire appelé température supposée, ainsi que des déclassements fixes, réduisant la poussée du moteur par des montants fixes. Mais l'idée est essentiellement exactement la même. Maintenant, il y a des moments où nous ne déclassons pas, par exemple s'il y a un cisaillement du vent signalé ou en cas de piste contaminée. Mais dans la plupart des autres cas, il est fortement recommandé d'utiliser ces techniques. Donc, de retour dans le cockpit du vol Air France 1414, les deux pilotes avaient maintenant trouvé une idée plus intéressante. Ils allaient plutôt effectuer un décollage à pleine afin de s'exercer à ce scénario inhabituel et de s'y familiariser davantage. Et aussi, je suppose, parce que c'est très amusant à faire, un avion léger à pleine poussée accélère comme une voiture de course, ce que la plupart des pilotes apprécient grandement. Mais en raison des diverses menaces associées à cela, le copilote a également inclus cela dans son briefing. Cela comprenait une accélération beaucoup plus élevée, bien plus qu'il n'en avait normalement l'habitude, ainsi que la nécessité de maintenir une attitude de tangage plus élevée après le décollage et une accélération plus rapide que la normale pendant l'attraction des volets. Je comprends jusqu'à présent ce que les pilotes cherchaient à accomplir. Il est important que nous, les pilotes, essayions des choses de temps en temps afin d'acquérir une expérience pratique de l'avion dans toute son enveloppe de vol. Et tant que c'est correctement briefé et que la météo et la situation du trafic le permettent, cela ne devrait pas vraiment créer de problèmes réels du tout.
Une fois le briefing terminé, les deux pilotes ont fini leur checklist. L'équipage de cabine a fermé les portes et bientôt l'avion a été repoussé de sa porte et a commencé à rouler vers son départ de la piste. 27 à gauche. Pendant leur trajet de 10 minutes vers le point d'attente, tout était complètement normal. Le décollage s'est déroulé normalement au début. Les pilotes ont vite effectué la rotation et entamé la montée pour garder une vitesse normale. Mais, comme je l'ai expliqué plus tôt, il volait maintenant avec beaucoup plus de poussée qu'il n'en avait réellement besoin. Il s'est donc rapidement retrouvé à devoir monter plus qu'il ne le ferait normalement. Le directeur de vol a cessé d'indiquer plus haut à 18 degrés pour la raison que j'ai expliquée auparavant. Mais avec ce tangage, la vitesse n'a cessé d'augmenter. Le copilote a donc continué à monter en tangage en dehors de son directeur de vol, afin de maintenir cette vitesse de VT2A ou plus 10 à laquelle il était habitué. 5 secondes après le décollage, le tangage atteignait 19,7 degrés et la vitesse a culminé à 147 nœuds. Maintenant, c'est plus rapide que la vitesse qu'il voulait, mais toujours bien à l'intérieur de l'enveloppe de vitesse normale et loin de toute vitesse maximale pour les volets. Mais le copilote a continué à augmenter le tangage. 6 secondes plus tard, l'altitude avait atteint 24,6 degrés, le copilote continuant à entrer 11,7 degrés. Augmenter le tangage avec le manche. Une autre caractéristique du système de commande de vol électrique de l'Airbus est entrée en jeu. Vous voyez, comme je l'ai mentionné auparavant, les pilotes permettent rarement à leur avion de monter à plus de 20 degrés pendant les opérations normales et en fait tout tangage au-dessus de 25 degrés. Faisait autrefois partie de la définition d'un déséquilibre d'avion, ce qui nécessiterait que l'équipage exécute une procédure de récupération après déséquilibre. Aujourd'hui, cette définition a été mise à jour pour inclure également l'intention, mais les anciennes définitions sont profondément ancrées chez la plupart des pilotes expérimentés. À cause de cela, Airbus a également mis en place un protocole de protection nez vers le haut, qui limite les angles de tangage nez vers le haut qu'un pilote peut sélectionner à différentes valeurs, en fonction de la configuration dans laquelle se trouve l'avion. Dans ce cas, comme les volets étaient toujours déployés, le tangage de l'avion était suffisamment élevé pour activer la protection, faisant disparaître les directeurs de vol. Mais cela n'a pas empêché le copilote de donner encore plus d'ordres de nez vers le haut sur son manche à balai. Et cela a activé un autre système de protection Airbus, un système dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais probablement pas dans ce contexte particulier. L'Airbus dispose d'un système nommé protection Alpha Floor, normalement utilisé pour s'assurer que l'avion ne dépasse pas certains angles d'attaque élevés. L'angle d'attaque est l'angle entre la corde de l'aile et l'air arrivant. Et c'est cet angle qui décide effectivement quand une aile décroche, c'est-à-dire quand elle cesse d'être capable de créer efficacement de la portance. La fonction de protection Alpha Floor est programmée pour aider à empêcher les pilotes de s'approcher même de cet angle d'attaque critique en le limitant à 9 points. 5 degrés en configuration 0, 15 degrés en configuration 1 et 2, dans lesquels il se trouvait maintenant, et ainsi de suite. Et cet angle d'activation est également connu sous le nom d'Alpha Prot. Maintenant, cet avion était loin de cet angle d'attaque, mais il s'avère qu'il existe également un autre critère pour l'activation de la protection Alpha Floor. Il s'avère que si le manche à balai du pilote est dévié de plus de 14 degrés vers l'arrière, et que l'une des deux protections, attitude nez vers le haut ou angle d'attaque, est également active, le plancher alpha s'activera aussi. Et comme ces critères étaient désormais remplis en raison de l'attitude du nez haut et de l'entrée du manche à balai en arrière, l'avion est momentanément entré en protection de plancher alpha. Les pilotes auraient été informés principalement via une annonce sur leur annonceur de mode de vol sur leur affichage principal. L'augmentation du tangage aurait été maintenue à sa valeur jusqu'à une nouvelle entrée du nez vers le haut. Et la poussée serait passée en mode Take-off Go-Around complet avec le verrouillage Take-off Go-Around affiché sur le Flight Mode Annunciator. Dans ce cas, la protection Alpha Floor n'a été activée qu'environ une demi-seconde, donc les pilotes ne l'ont probablement pas vu. Mais le verrouillage Take-off Go-Around resterait engagé jusqu'à ce qu'il le désactive. L'autotrust a sélectionné la montée, la poussée, puis la réengagé. Et dans ce cas, la poussée était déjà en toga, puisque les pilotes avaient décollé avec une poussée maximale. Et cela signifiait qu'il n'y aurait eu aucun changement notable dans la poussée. Il est donc probable que l'indication soudaine du verrouillage toga était le seul indice que les pilotes avaient sur ce qui leur était maintenant arrivé.
13 secondes après l'activation du plancher alpha. Le copilote a désactivé l'autotrust en utilisant les interrupteurs de déconnexion sur les manettes des gaz. Et 8 secondes plus tard, il l'a ensuite réactivé. En utilisant le bouton sur le pare-soleil en combinaison avec le déplacement des leviers de poussée dans la butée de montée, cela a réinitialisé le système et les pilotes ont ensuite continué à accélérer l'avion, à rentrer les volets selon le programme, puis ont poursuivi leur montée vers leur niveau de croisière sans que rien d'autre ne se produise. Mais ils savaient tous les deux que l'activation du verrouillage TOGA n'avait pas été normale et ils ont donc probablement discuté de la raison de cet événement pendant qu'ils poursuivaient leur vol. Malgré tout, le reste du vol s'est passé sans encombre. Et comme il s'agissait d'une étape assez courte, il est peu probable qu'ils aient eu beaucoup de temps pour consulter les manuels ou pour y réfléchir plus en détail. Le copilote a plutôt commencé à préparer l'avion pour l'approche à venir 1 heure et 1 minute après leur décollage. Le vol Air France 1414 a atterri sans encombre sur la piste 06 de Zurich, puis a rejoint le terminal. Un système s'était activé, donnant aux pilotes des indications étranges, mais sans vraiment mettre en danger la sécurité du vol. Ce n'était donc pas un gros problème. C'est tout à fait correct, mais pour tout pilote qui se respecte, il ne serait jamais heureux que l'avion fasse quelque chose qu'il ne comprenne tout simplement pas. Une partie de notre travail consiste à toujours maintenir la conscience situationnelle qui comprend tout, y compris la conscience situationnelle technique. Ces deux pilotes voulaient donc vraiment comprendre ce qu'ils avaient vécu de toute façon. Après avoir arrêté l'avion sur le stand en Suisse et que tous les passagers avaient débarqué, le copilote a reçu un appel du contrôle des opérations d'Air France qui lui a demandé s'il serait prêt à effectuer ce qu'on appelle un vol de transfert, 2 jours plus tard entre Toulouse et Paris. Un vol de transfert est lorsqu'un avion vide doit être déplacé sans passagers d'un aéroport à un autre. Et étant donné que c'était de Toulouse, le siège d'Airbus, c'était probablement après une sorte de maintenance, mais le rapport final n'a pas vraiment précisé cela. Le copilote a accepté, mais a demandé si un commandant de bord avait déjà été choisi pour le vol, ce à quoi le contrôleur opération a répondu non. Il a demandé à son ami, le commandant de bord, s'il serait intéressé à faire ce vol avec lui. Le commandant de bord a accepté, et le copilote a donc suggéré cela aux opérations, qui ont également pensé que ce serait une excellente idée. Cela signifiait donc que le même équipage de vol volerait à nouveau ensemble avec un avion vide juste 2 jours plus tard. Je suppose maintenant que certains d'entre vous peuvent voir où cela mène. Mais je veux juste m'arrêter ici et expliquer comment nous, les pilotes, sommes censés résoudre les problèmes techniques délicats si nous les rencontrons. Tout d'abord, nos manuels nous permettent généralement de résoudre environ 90% des doutes que nous pourrions avoir en les feuilletant. Dans ce cas, ils avaient probablement aussi des sacs de vol électroniques, c'est-à-dire des tablettes contenant tous leurs manuels et cartes en format numérique. Donc une simple recherche de Togalock dans leur FCOM leur aurait donné toutes les conditions nécessaires pour que ce message particulier apparaisse sur leur Flight Mode Annunciator. De là, ils auraient pu déduire la raison liée au carburant. En cas d'échec, la plupart des compagnies aériennes disposent de canaux de support technique permettant aux pilotes de poser leurs questions. Et si cela n'aide toujours pas, eh bien, alors nous faisons une formation récurrente sur simulateur tous les 6 mois, dans laquelle un scénario spécifique peut facilement être recréé. Mais ce n'est pas ce que ces deux pilotes ont décidé de faire. Le 30 mars, les pilotes étaient dans la salle d'équipage à Toulouse, se préparant pour leur vol vers Paris. Le temps était une fois de plus assez agréable, avec seulement quelques nuages à 10 000 pieds, et il n'y avait pas de no-tumps ou de problèmes techniques enregistrés sur l'avion. Cette fois, ils voleraient sur un magnifique Airbus A321 qui est un avion nettement plus grand que le petit bus Airbus A. 318 qu'ils avaient piloté les jours précédents. Désormais, les pilotes qualifiés sur la famille Airbus A320 peuvent voler sur toutes les variantes avec une seule qualification de type. Et parce que Airbus utilise la technologie Fly-by-Wire pour leur commande de vol, tous ces avions devraient se comporter de manière très similaire. Mais il y a toujours quelques différences. Par exemple, puisque l'Airbus A321 est nettement plus long que le A318, il présente un risque plus grand de frappe de queue pendant la rotation. Donc, lorsque les pilotes sont allés inspecter l'état technique de l'avion, le commandant de bord, qui allait maintenant être le pilote en fonction, a informé le copilote de cela et a dit qu'il limiterait la rotation initiale à 7,5 degrés. Mais il a également ajouté que ce serait l'occasion qu'ils avaient de tenter de recréer cette étrange indication qu'ils avaient expérimentée lors du vol précédent.
Donc, pour ce faire, il a décidé qu'il devrait également une fois de plus exécuter un décollage à pleine poussée, cette fois avec un avion complètement vide. Maintenant, d'un point de vue procédural, il n'y a pas de différence entre la manière dont nous, les pilotes, devrions gérer un vol de transfert par rapport à un vol passager normal. Quelques étapes supplémentaires sont requises. Comme il n'y a pas d'équipage de cabine à bord, les pilotes devront notamment fermer et armer les portes. De plus, nous devons sécuriser les cuisines pour éviter que des chariots ne dévalent l'allée lors de l'atterrissage. Ce qui s'est réellement passé. Mais à part cela, les procédures et les règles restent exactement les mêmes. Cependant, l'ambiance dans le cockpit peut devenir bien plus décontractée dans ces circonstances. Et il n'est pas rare que les pilotes tentent un peu plus de choses lorsqu'il n'y a pas de passagers dont le confort doit être pris en compte. Un exemple tragique de cela s'est produit sur le vol 3701 de Pinnacle Airlines que j'ai également couvert sur cette chaîne. Si vous voulez voir celui-ci ensuite, je mettrai un lien vers celui-ci à la fin de cette vidéo. Dans tous les cas, les pilotes avaient bientôt terminé leur pré-vol et ont donc commencé à rouler vers le point d'attente pour la piste. 14h50, cette fois avec l'indicatif Air France 372 Victor. Une fois la checklist avant décollage terminée, le copilote a informé la Tour de Toulouse qu'ils étaient prêts pour le départ et ils ont par la suite été autorisés à décoller pour la piste 14h50 avec seulement des vents légers signalés. À 17h52, le commandant a positionné l'avion, stabilisé les moteurs, puis a déplacé les deux leviers de poussée dans la butée Toga. Et cela a maintenant provoqué un avion complètement vide à littéralement sauter en action et à accélérer rapidement sur la piste. Le commandant de bord a effectué avec soin la rotation, bien qu'avec ce poids et cette poussée, il aurait été difficile de provoquer un impact de la queue, mais il a continué à monter en tangage, comme son collègue l'avait fait 2 jours avant. Il a d'abord choisi un tangage de 17 degrés, mais l'avion a continué à accélérer jusqu'à environ 160 nœuds. Il a continué à tirer en arrière sur son manche à balai jusqu'à ce que l'avion monte en tangage de 24 degrés vers le haut et sa déflexion de manche a ensuite dépassé 14 degrés. Cela a provoqué l'activation une fois de plus de la protection Alpha Floor de l'avion alors qu'il montait à environ 750 pieds. Et les moteurs sont également repassés en mode verrouillage Toga. Les pilotes ont observé le phénomène cette fois-ci, bien qu'il n'ait duré que moins d'1 seconde. Ils ont été beaucoup plus rapides à manipuler la manette des gaz extérieurs. L'avion a poursuivi son ascension jusqu'à son autorisation initiale de monter au niveau de vol 100, comme si de rien n'était. Vous pourriez penser que ce n'était pas si grave jusqu'à présent. Je suis d'accord que l'avion n'a jamais été en réel danger ici. Mais la protection Alpha Floor a été ajoutée à l'avion pour une raison, et ce n'est pas le travail du pilote d'essayer volontairement de pousser l'avion dans des situations où ces protections sont activées. Oui, bien sûr, il y a une certaine valeur à piloter réellement l'avion et à voir où sont les marges pour que nous puissions pleinement en profiter. Si une situation met les droits qui le nécessitent. Mais c'est pourquoi nous avons des simulateurs, pas un avion de 70 millions. Et une autre chose à garder à l'esprit ici est que lorsque les pilotes poussent leur avion en dehors de leur propre zone de confort et en dehors de ce qui est couvert par les procédures normales, cela peut souvent avoir des conséquences involontaires et les choses peuvent rapidement commencer à s'aggraver bien au-delà de ce que les pilotes avaient initialement prévu. Et ce qui s'est passé ensuite sur ce vol est un excellent exemple de cela. L'avion a continué son ascension jusqu'à être autorisé à atteindre Flight Level 14-0. En approchant de Flight Level 100, le copilote a contacté le contrôleur suivant pour l'informer de leur autorisation. Le nouveau contrôleur lui a ensuite demandé de monter et maintenir FL1 90. En règle générale, il y a toujours une restriction de vitesse de 250 nœuds ou en dessous du niveau de vol 100 dans la plupart de l'Europe. Malgré quelques exceptions, nous avons tous tendance à appliquer cette vitesse maximale, afin d'améliorer nos chances de voir le trafic plus petit autour de nous et de rendre la vie un peu plus facile pour le contrôleur aérien. Au-dessus du niveau de vol 100, il n'y a généralement pas de restriction de vitesse, donc nous accélérons à notre vitesse de croisière économique. La vitesse de montée, qui varie avec le poids, mais tend à être dans la région de 280 à 300 nœuds environ, selon l'avion. Cette accélération se produit normalement par une légère diminution de la vitesse de montée en faveur de l'accélération, mais nous arrêtons rarement complètement notre montée.
Nous avons tendance à descendre à un rythme d'environ 500 à 800 pieds par minute. Mais ce n'est pas ce que le contrôleur de Mérignac a vu cet avion faire sur son écran radar. Au lieu de cela, le vol 372 Victor semblait temporairement se stabiliser au niveau de vol 100, puis sa vitesse a commencé à augmenter rapidement vers 350 nœuds indiqués. Le contrôleur a appelé l'avion Air France 372 Victor pour demander son altitude actuelle. Et le copilote a répondu niveau de vol 100, Air France 372 Victor. Le contrôleur a ensuite demandé s'ils avaient stabilisé leur altitude. Le contrôleur s'attend à ce que les pilotes montent ou descendent continuellement. Une autorisation est donc nécessaire pour stabiliser l'altitude. Mais le copilote a ensuite répondu « Non, nous avons accéléré à niveau 100, Air France 372. Victor, nous sommes en train de monter maintenant. » Et quelques secondes plus tard, la tendance de la vitesse de l'avion a commencé à s'inverser et a été remplacée par une montée absolument folle, grimpant à plus de 15 000 pieds par minute. Maintenant, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce que les pilotes faisaient ici qu'à jouer. Un avion peut stocker son énergie de 3 façons, la plus évidente étant chimiquement dans son carburant. Et c'est ce que nous utilisons normalement pour nous déplacer de A à B. Mais les 2 autres manières sont dans l'énergie potentielle d'altitude ou l'énergie cinétique de vitesse. Ces 2 dernières formes d'énergie sont presque directement interchangeables, ce qui signifie que nous pouvons échanger l'une contre l'autre. Nous, les instructeurs, passons beaucoup de temps à montrer cela aux nouveaux pilotes, surtout lors de la planification de la descente. Le contrôle du trafic aérien nous demande fréquemment de stabiliser nos descentes à certaines altitudes, ce qui pose problème car nous suivons une trajectoire de descente pré-planifiée vers notre aéroport. Mais tant que nous continuons à décélérer en attendant notre autorisation de descente supplémentaire, nous pouvons alors simplement dire à l'avion d'utiliser la descente à venir pour accélérer à nouveau à notre vitesse précédente une fois que nous obtenons l'autorisation. Et en faisant cela, nous finirons par échanger de l'énergie potentielle pour de l'énergie cinétique et finirons presque exactement sur le même chemin. Comme je l'ai dit, cela nécessite un peu d'explication, mais ce que ces pilotes faisaient maintenant était complètement l'opposé de cela. Ils se sont stabilisés au niveau de vol 100, mais ont maintenu la poussée de montée, ce qui a rapidement accéléré l'avion. Ils ont ensuite laissé l'accélération aller jusqu'à la vitesse maximale certifiée de l'avion de 350 nœuds, avant de sélectionner la montée ouverte et une nouvelle vitesse de 220 nœuds. Le résultat a été que l'avion a commencé à lever son nez et à grimper aussi vite qu'il le pouvait afin de ralentir. Ces 130 nœuds que les pilotes avaient demandé, échangeant de l'énergie cinétique pour du potentiel. Et comme il était complètement vide, cela a conduit à une vitesse de montée que nous ne voyons normalement que dans les jets de combat. Alors, pourquoi était ceci important? Eh bien, comme je l'ai dit, des conséquences imprévues, voyez-vous. Dans cette même zone, un autre avion naviguait maintenant joyeusement à un niveau de vol. 400, cela représente environ 40 000 pieds, soit 20 et 1 000 pieds au-dessus de la clearance du vol 372 Victor. Mais parce que le système d'évitement de collision de trafic est programmé pour suivre les transpondeurs alentours et s'activer en cas de menace de collision potentielle. Le système d'évitement de collision de trafic de cet avion s'est maintenant activé et a alerté ses pilotes d'un potentiel conflit de trafic. 25 000 pieds en dessous d'eux. Il n'a émis qu'un avertissement de trafic, sans donner de conseil de résolution qui aurait indiqué aux pilotes quand manœuvrer. Mais les 2 pilotes dans notre cockpit d'Airbus n'avaient aucune idée de cela car leur système d'évitement de collision de trafic ne s'est pas activé. La raison en est que le système d'évitement de collision de trafic désactive tous ces avertissements si une vitesse de montée de plus de 10 000 pieds par minute est détectée. Les 2 pilotes ignoraient complètement ce fait. Maintenant, j'ai cherché l'explication derrière cette fonctionnalité et le mieux que j'ai pu trouver est que le système d'évitement de collision de trafic sait qu'une montée de plus de 10 000 pieds par minute n'est ni normale ni durable. Et que par conséquent, cela doit être dû soit à une sorte d'urgence, soit à la phase de décollage initial avec un avion extrêmement léger. Et dans aucun de ces scénarios, les pilotes ne devraient être dérangés par encore plus d'avertissements. Il pourrait y avoir des raisons techniques expliquant cela. Et si vous en avez une, veuillez me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pendant que vous y êtes.
Quoi qu'il en soit, le contrôleur aérien, qui avait vu à la fois le niveau de vol et la montée extrême qui a suivi, a rapidement appelé l'avion et leur a demandé de réduire leur montée, s'il vous plaît. Parce que vous faites clignoter tous les systèmes ici. Le rapport final n'a pas approfondi ce qu'il voulait dire par là. Mais il est probable que ce taux de montée énorme, qui avait activé le système d'évitement de collision de trafic de l'autre avion, a maintenant également averti le contrôleur de ce conflit potentiel. Ou cela a simplement été identifié sur son radar comme quelque chose de très inhabituel. Les pilotes ont réagi en réduisant rapidement leur taux de montée, permettant aux pilotes automatiques de stabiliser l'avion. Vol 190 sans problème ni dépassement, et vol 372. Victor a continué son ascension vers son niveau de croisière. Le reste du vol s'est poursuivi sans autres incidents. Et après 1 heure et 2 minutes, l'avion a atterri normalement sur la piste 08, juste à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, puis a roulé jusqu'à sa porte. Il n'est pas clair si c'est l'équipage qui a signalé cela ou si ces 2 incidents ont été mis en évidence par le système de surveillance des données de vol opérationnel de la compagnie. Mais nous savons que l'enregistreur de voix du cockpit a été écrasé, donc ce rapport est basé sur l'enregistreur de données de vol ainsi que sur les entretiens ultérieurs menés avec les 2 pilotes. La conclusion du rapport était que, même si ce n'est pas une mauvaise idée que les pilotes pratiquent certaines manœuvres dans l'avion, il est préférable d'utiliser des simulateurs ou le support technique disponible pour ce type de situation. Il était également évident que les 2 pilotes ne comprenaient pas les conséquences complètes ni les implications techniques de leurs actions, comme l'indiquait clairement cette montée en flèche. Et cela a simplement pointé davantage dans la même direction. Maintenant, rien de vraiment dangereux ne s'est produit lors de ces vols. Mais si la même chose s'était produite dans une zone à trafic plus dense, le résultat aurait pu être très différent. Et un rapport ultérieur du bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile sur un autre incident d'Air France a effectivement utilisé ce rapport comme un exemple de pilote ne suivant pas les procédures opérationnelles standards. J'adore couvrir des incidents comme celui-ci parce qu'il y a tant à apprendre d'eux en même temps que personne n'est blessé dans le processus. Personnellement, je voulais soulever ces 2 incidents parce qu'un comportement similaire s'est produit auparavant, avec des conséquences bien pires. Et si vous voulez voir à quel point cela a mal tourné, alors regardez cette vidéo maintenant. Si vous voulez voir ma prochaine vidéo avant tout le monde, peut-être même aujourd'hui, alors utilisez ce code Quick Response ou allez sur patreon.com, rejoignez Montour Pilot. J'aimerais beaucoup vous voir à mon prochain rendez-vous Patreon. Je suis Peter Hornfeld. Bienvenue sur Montour Pilot. Passez une excellente journée. À la prochaine. Au revoir.